36. C'est le nombre exact de maisons qui avaient pour but de changer le monde. 8 architectes missionnés par un magazine avec seul et unique but de créer la maison de demain. Tous menés par l'ambition d'un seul homme, prêt à tout pour imposer sa vision du futur. Bienvenue dans le Case Study Houses programme. The Case Study House program is a series of experimental modern house prototypes envisioned to provide new alternatives to the typical American family. J'aimerais bien, moi aussi un jour, faire appel à un architecte pour la construction de ma maison. Mais pour ça, il faut que je gère bien mon argent. C'est pour ça que j'utilise Trade Republic. C'est une banque en ligne qui propose plein d'avantages vraiment intéressants. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun frais d'ouverture de compte ni de gestion et la carte virtuelle est gratuite. De mon côté, j'ai choisi la Mirror qui, je trouve, est très cool. Le Save Back permet de récupérer 1% sur chaque achat, réinvesti automatiquement sur le plan d'épargne de ton choix. Il y a le Roundup aussi qui permet d'arrondir chaque achat à l'euro supérieur et d'investir l'arrondi sur le plan d'épargne de ton choix. Le compte courant est rémunéré, ce qui veut dire que si tu laisses de l'argent dessus, ça te rapporte 2% d'intérêt brut annuel payé tous les mois. Et pour ceux qui aiment l'investissement, il y a une nouveauté qui te permet d'investir sur les marchés non cotés à partir d'1€. Ça permet d'investir aussi bien sur des grandes entreprises que sur des petites startups en lesquelles on croit. Enfin bref, ça fait 1 an que personnellement j'utilise Trade Republic et c'est un service dont je suis satisfait, c'est pour ça que je vous le recommande. Toutes les infos sont dans la description. Merci à Trade Republic de soutenir la chaîne et d'être partenaire de cette vidéo. À quoi doit ressembler la maison du futur? C'est une question que beaucoup d'architectes se sont toujours posées, mais surtout au début du XXe siècle, un peu après les années 1900. Quand on parle de maison du futur, c'est la maison d'un futur réel et cohérent, pas celui des voitures volantes et du fantasme de la vie sur d'autres planètes. Alors la question, elle est simple et concrète. Comment nous pourrions potentiellement vivre demain? Pas dans 200 ou 300 ans, vraiment demain. Une des premières idées radicales, c'est Città Nuova d'Antonio Santeglia. Città Nuova, c'est l'idée d'une ville nouvelle, de comment l'architecture au service de la science et la technologie peut transformer notre vie. On parle pas encore de maison, mais surtout d'un mode de vie global. Santeglia crée alors un nouvel idéal de beauté selon lequel la ville moderne qu'il propose est comme une gigantesque machine. Alors c'est ambitieux, mais l'idée est morte aussi vite qu'elle est née. Au moment même où sort le premier manifeste qui mentionne ce projet, c'est l'Europe tout entière qui plonge dans le chaos, ce qui relègue ces quelques projections futuristes à un simple rêve lointain. Au retour de la guerre, l'Europe est détruite et c'est comme un gigantesque chantier qui commence. Il faut reconstruire vite et être efficace pour reloger les populations après les ravages des combats sur le vieux continent. Pour ça, on lance des concours d'architecture, dont un qui aura lieu en 1927 à Stuttgart, le Deutscher Werkbund. Ok, l'objectif du Deutscher Werkbund, c'est de créer la maison du futur, rationnelle, standardisable et surtout réplicable. Quelque chose qu'on peut construire et reconstruire presque à l'infini, qui est accessible même pour les foyers modestes et qui peut reloger la population dans un délai hyper réduit. This was not a theory exercise with testing concepts in real scale models, but permanent buildings destined to be used by people. Bienvenue dans la colonie du Waisenhof. Imaginez un faux lotissement rempli de maisons témoins du futur, toutes là pour révolutionner notre manière de voir l'habitat. Le directeur artistique du concours, ce sera lui, Mies van der Rohe. Cet homme, il n'est pas là par hasard, non, c'est un spécialiste du mouvement moderniste et qui deviendra quelques années plus tard le directeur du Bauhaus. C'est la vision la plus extrême du modernisme. Il sera d'ailleurs accompagné d'une femme, Lili Reich, une architecte d'intérieur et designer convaincue par les mêmes principes d'une modernité radicale et disruptive. Plusieurs talents de toute l'Europe vont venir en quelque sorte s'affronter dans ce lotissement géant qui regroupera toutes les potentielles maisons de demain. On parlait du Bauhaus il y a quelques instants et c'est important de bien comprendre ce que c'est. C'est une école allemande qui véhicule un style de design et même plus globalement d'art dont la forme n'est composée qu'au service de sa fonction. C'est minimal, c'est brut et c'est surtout ultra célèbre, ça a donné vie à ça ou même encore ça. Cette maison-là, elle est faite par le fondateur de ce mouvement, Walter Gropius. Cet architecte va faire partie de notre concours et il traduit lui aussi sa vision de la maison de demain, tout comme les 16 autres architectes qui créeront 21 concepts de maisons différentes. If you look at the root of the problem, you'll see that what's really motivating this group of architects is the new form. All these things have absolutely nothing to do with rationalization, nor with economics, nor with constructional necessities. It's purely a question of form.
J'avais désiré que les maisons puissent bénéficiaire de ce que j'appelais les joies essentielles, c'est-à-dire le soleil, l'espace, la verdure. Parmi eux, un homme dont la réputation fascine autant qu'elle divise. Une personnalité qui incarne déjà l'avant-garde de l'architecture européenne, Le Corbusier. Il va être accompagné par son cousin Pierre Jeanneret, avec qui ils imaginent 3 concepts de maisons pendant ce concours, dont la maison Citroën. Une maison sur pilotis, avec des bandeaux de fenêtres alignés pour apporter un maximum de lumière naturelle, un toit terrasse, toujours préféré au jardin par l'architecte, et surtout une façade d'un blanc immaculé. Le nom de la maison, si on change quelques lettres, ça donne Citroën, et c'est loin d'être un hasard. Cette maison, en fait, elle est pensée comme un produit industriel, fabriqué en série comme une voiture, standardisé avec des éléments interchangeables, et surtout abordable et accessible à un large public. Comme une voiture Citroën, en fait. Le Corbusier voyait la maison comme une machine à habiter, et cette exposition lui permet de partager au monde entier sa vision de la vie de demain. Cet événement, il va attirer beaucoup de monde, environ 500 000 personnes. Mais ça provoque aussi de vives critiques. Pour certains, ces maisons étaient trop radicales, trop froides, sans lien avec les traditions locales, et franchement, ça se comprend. Mais il y en a un que ça a pas choqué. Non, au contraire. Cette exposition, elle a tapé dans l'œil de quelqu'un qui se situait de l'autre côté de l'Atlantique et qui a vu en ce projet quelque chose de beau, quelque chose de grand. His mother was from a mining dynasty. His father was an attorney. He was somebody that had deep thoughts about a lot of different aspects of society, and he was interested in a lot of different cultural phenomena. John Entença, c'est avant tout un jeune homme passionné par plein de choses. Il aime l'art visuel, le design, l'architecture. En fait, ce qu'il aime, c'est la création, dans son sens le plus large. S'il y a un truc qu'il sait, c'est qu'il aime en parler, et qu'il a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors son vrai truc, ça sera le journalisme. Et John, il a une chance, c'est de naître dans une famille qui a ce que beaucoup n'ont pas. De l'argent. Et en prenant son temps pour s'intéresser à tous ces domaines, il va tomber amoureux de quelque chose très précis. Un courant artistique qui veut façonner le monde de demain. Le modernisme. Le modernisme, c'est vraiment son monde créatif le plus précieux. Mais il a un rapport encore plus spécial avec l'architecture. Ce qu'il aime avec ce mouvement architectural, c'est qu'il voit ça comme la promesse d'une transformation sociale et culturelle. Pour lui, ce courant va réinventer la vie quotidienne et il voulait lui-même en être la preuve. Alors, à ses 32 ans, il va se faire un beau cadeau. Ouais, vous le voyez venir, une maison moderniste. Bienvenue dans la toute première Entença House. C'est une petite maison d'environ 100 mètres carrés construite par l'architecte Harwell Hamilton Harris. Alors en France, on dirait que c'est une maison normale, au Japon, c'est une grande maison, mais aux États-Unis, 100 mètres carrés, c'est plutôt petit. Cette maison moderniste, elle était plutôt expérimentale et elle reflétait son attirance pour les espaces ouverts, simples et lumineux, avec un lien très fort entre l'intérieur et l'extérieur, un langage architectural qu'on ne parlait pas encore vraiment à l'époque. Donc ouais, c'est petit et on peut pas accueillir grand monde, mais c'est pas le plus important pour John, non. Lui, ce qu'il voulait avant tout, c'est une maison qui lui inspire l'avenir et sur ce point, il a eu ce qu'il voulait. D'ailleurs, l'architecte lui a pas construit une maison de ce style par hasard, non, pas du tout. En fait, c'est toute l'influence de son mentor, Richard Neutra. Et Richard Neutra, en 1927, il avait fait ça, la Lovell House. Bon, lui c'est Philippe Lovell, et c'est quelqu'un de... comment je pourrais le qualifier ? Assez spécial. En fait, son vrai nom, c'est Maurice Saperstein, un citoyen américain des plus normaux, qui travaille dans l'assurance et qui mène sa petite vie banale, comme vous et moi en fait. Sauf que, ça lui suffisait pas. Alors du jour au lendemain, il quitte tout. Il entame des études de naturopathie et accessoirement il change de nom. Maintenant, il faudra l'appeler Dr Philippe Lovell. Il est convaincu qu'il a une mission importante et attention, c'est pas n'importe laquelle. Il veut réussir à véhiculer un mode de vie basé sur la santé naturelle, l'exposition au soleil, l'exercice, le végétarisme et la médecine alternative. Et accessoirement, Dr Lovell, c'est aussi un passionné d'architecture. Alors il a une idée un peu spéciale. Et si on imaginait une maison 100% pensée pour la santé et le bien-être? Et ça, il peut pas le faire par n'importe qui. Alors il va appeler Richard Neutra, un architecte qui est vraiment impliqué dans le mouvement moderniste européen des années 20, mais qui n'a pas encore prouvé complètement ce qu'il valait. En bref, c'est pas encore un grand nom, mais surtout un profil en devenir. Mais c'est pas grave, le Dr Lovell va lui faire confiance et ensemble ils vont créer la Lovell Health House.
Elle sera composée d'une structure en acier, ce qui est une première pour une maison aux États-Unis, et accessoirement, c'est une révolution dans la manière de construire une maison. Il y a des grandes baies vitrées, plusieurs terrasses pour la gymnastique et des chambres baignées de lumière naturelle. L'espace est complètement fou et Richard Neutra profite de l'ouverture d'esprit du Dr Lovell pour créer quelque chose de jamais vu. Vous voyez toutes ces maisons qui font rêver sur Hollywood Hills là? Bah, la Lovell House, c'est la première comme ça là-bas. C'est celle qui a introduit le genre aux États-Unis. C'est un idéal extrême en termes d'optimisation d'une maison pour vivre en meilleure santé, mais pour notre Dr Lovell, c'est pas du tout extrême. C'est juste le lieu de vie parfait pour une hygiène de vie parfaite. Alors, ça paraît ambitieux comme projet et beaucoup voient ça d'un œil curieux, dubitatif de voir à quel point on peut vraiment réussir à vivre dans un espace comme celui-ci. Et pourtant... Before the owners occupied it, they had the public come through for a couple of weeks. Thousands of people came, and that was to show you how to live healthier and a better life. Non seulement ils sentent qu'ici il y a une ouverture d'esprit qui peut les aider à travailler ce genre d'idées, mais c'est surtout un terrain de jeu idéal pour un jeune architecte qui veut tenter des nouvelles choses. Ils sentent aussi qu'il se passe un truc, comme s'il y avait une émulsion un peu spéciale. Et enfin, juste parce que c'est un endroit cool en fait. California, the land of sunshine and swimming pools and sleek geometry carved out below its mountains. Notre ami John Entensa, il fait un bilan, le mode de vie qui fait rêver, les architectes qui viennent tous avec des nouvelles idées qui vont vers le modernisme, et surtout la Lovell House qui lui a mis une tarte, littéralement. Il se dit ouais, c'est là-bas qu'il faut que je sois pour être à ma place. C'est comme ça que quelques années plus tard, on arrive à cette fameuse maison à Santa Monica, son premier pied dans un nouveau monde qu'il n'allait plus jamais quitter. Puis un jour, un peu sorti de nulle part, il y a cette proposition qui arrive et qui va tout changer. Un magazine d'architecture veut parler de sa maison et la mettre en avant. La maison de John, c'est presque plus un lieu de rencontre qu'autre chose. John, c'est quelqu'un qui a la discussion facile, puisqu'il s'intéresse à plein de choses, et en plus, il est un peu bavard. En fait, il est juste trop fort pour sociabiliser et se faire un réseau. Alors, sa maison commence à faire un peu parler. Et c'est comme ça que des journalistes de California Arts and Architecture se disent que ce serait une bonne idée de venir la présenter. Ce magazine, c'en est un parmi tant d'autres. Il parle d'architecture, de design, d'art décoratif, mobilier, jardin et de déco en Californie. Rien de bien révolutionnaire, un magazine comme il en existe des dizaines d'autres aux États-Unis à cette époque. L'article sur sa maison sort, John Entensa en est super fier, mais il a surtout une petite idée derrière la tête. Il se dit que ce serait pas mal si le magazine se mettait à parler plus de modernisme pour faire connaître ce mouvement à plus de personnes. Et à votre avis, qu'est-ce que fait une personne qui est riche, qui a des idées engagées et qui veut convaincre un maximum de monde d'avoir les mêmes? Entensa purchased it in 1938 and then over the next couple of years started to transform it into a vehicle for spreading information about modernism. Une fois arrivé aux commandes du magazine, plus rien ne va l'empêcher de remplir sa mission, faire adopter le modernisme à un maximum de monde. Alors pour ça, il va mettre en place un plan en plusieurs étapes. La première, c'est de renommer le média. California est retiré du nom, maintenant ce sera simplement Arts and Architecture. La deuxième étape, c'est la direction artistique. Il faut revoir le design graphique pour l'emmener lui aussi vers quelque chose de plus moderne. Pour ça, il va appeler des graphistes avant-gardistes qui vont faire peau neuve au magazine et donner une image plus fraîche, plus novatrice. En gros, on passe de ça à ça. Et ça, c'est créé par elle. Et elle, c'est pas n'importe qui. Ray Eames, c'est avant tout un duo avec son mari, Charles Eames. Ce duo, il fait plein de trucs, des arts visuels, du graphisme, de la vidéo, de l'architecture et surtout du mobilier. T'as peut-être sûrement déjà vu ça, ça ou ça. Et bah tout ça, c'est les Eames. Ils sont hyper progressistes, tournés vers un type de design assez particulier et rare pour l'époque. Leur ambition, c'est de réussir à changer le monde par leur création. C'est essayer, tester et créer. Un travail de fond qui permettra d'apporter des vraies nouveautés dans leur domaine. Ils aiment utiliser des matériaux industriels pour tourner leur création vers quelque chose d'avant tout fonctionnel et produit en série. Le genre d'idée qui plaît bien à notre ami John. Alors Charles va prendre place dans l'équipe éditoriale du magazine, Ray s'occupera principalement des couvertures, et tous les deux vont se mettre à écrire des articles pour le magazine. Mais il n'y a pas que les Eames, non, autour d'eux, toute une petite équipe se construit autour de la nouvelle version de Arts and Architecture, tous prêts à construire ce renouveau autour de la vision de John Entensa. À ce moment-là, on est à la toute fin des années 30, et c'est le début d'une nouvelle période sombre de l'histoire. Et je vais pas vous refaire vos cours d'histoire du collège, mais les États-Unis ont eu un rôle majeur dans cette guerre. Le pays entre en conflit ouvert avec le Japon suite à l'attaque de Pearl Harbor, suite à quoi l'Allemagne et l'Italie entrent en guerre avec eux. Alors, énormément de soldats américains seront envoyés en Europe pour participer aux grandes campagnes de guerre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois la guerre terminée, le sol américain est intact et c'est franchement une bonne chose.
En revanche, énormément de soldats reviennent de la guerre et il va falloir les reloger. Et ça, c'est pas gagné. Parce que ouais, le pays était tellement investi dans cette guerre que c'est comme si toute sa force industrielle avait été en quelque sorte privatisée pour y participer. Avions, chars, jeeps, navires, armes, munitions, pétrole et même nourriture. On dit souvent que les États-Unis ont été la fabrique du monde libre, rendant possible la victoire alliée. Mais pendant qu'on fabriquait toutes ces ressources dédiées à la guerre, les chantiers de construction de logements étaient eux quasiment à l'arrêt. Et c'est ça qui va préoccuper John Entenza et toute la rédaction de Arts and Architecture. Comment on va répondre à une demande de logement qui, on le sait, va être énorme? Quelles vont être les capacités disponibles dès la fin de la guerre pour recommencer à construire des maisons encore plus vite qu'avant? During the war years, Entenza wrote a number of opinion pieces in Arts and Architecture magazine about this. There were texts about prefabrication, there were writings about what was the post-war house. What would that mean? What would it mean to live differently, or what could it mean? Alors John a une idée, faire un concours d'architecture. Des architectes qui réfléchissent à la maison de l'après-guerre, ils envoient les plans au magazine, le magazine en fait des articles sous forme de concours, et à la fin, le meilleur plan gagne et est mis en avant comme une solution de la maison pour l'après-guerre. L'intention est bonne, mais ça manque un peu d'ambition. Alors pourquoi on n'irait pas encore plus loin, comme en Allemagne il y a quasiment 20 ans dans les colonies du Waisenhof? Et si on imaginait un nouveau type de maison qui pourrait changer le monde? Voilà notre point de départ, le premier dessin, la première création, la Case Study House numéro 1. 2 parents, un enfant, la belle-mère, un jardin, un garage, rien de plus standard en fait, et c'est ça l'idée, révolutionner le standard. Voici Julius Ralph Davidson, l'architecte de cette première maison, et lui son style de prédilection c'est ça, ça ou même ça. Alors quand il est appelé pour cette première Case Study House, il sait qu'il est au bon endroit. Il pense une maison sous la forme de ce plan. 139 mètres carrés avec un ressenti bien plus grand, un endroit où l'extérieur fait presque partie intégrante de la maison et donne l'impression de pousser les murs pour intégrer les parties extérieures à la vie quotidienne. Et le plan est bon, voire même très bon. C'est simple, efficace, pratique et la sensation de grandeur pour une maison de cette taille est un point vraiment réussi. Pourtant, c'est un flop cataclysmique. Personne ne veut de cette maison. Aucune offre, aucune demande, rien. C'est trop nouveau, trop spécial, un peu bizarre. En fait, c'est presque un peu trop en avance sur son temps. Ouais, dur démarrage pour ce projet ambitieux qui, dès le début, s'est un peu planté. Le problème, c'est que le résultat sera le même pour la numéro 2. De l'idée, de l'ambition, des plans intéressants, mais personne intéressé. La numéro 3, même galère, personne n'en veut. Aucune demande, aucune offre, rien du tout. Alors peut-être que la 4e maison va être celle qui va enfin lancer le programme. Voici la Greenbelt House. Greenbelt pour ceinture verte, car cette maison poussait à l'extrême cette idée de mix entre intérieur et extérieur. Tout est organisé autour de 7 bandes de plantation à l'intérieur de la maison qui viendra séparer les espaces de vie communs et les chambres, ce qui permet de rendre ces espaces un peu plus privés, un peu plus personnels. En gros, on se sert d'éléments extérieurs pour organiser notre intérieur. Mais cette maison, elle va pousser la modernité à l'extrême. Pour illustrer cet excès de modernité, on prévoit un espace dédié au père de famille avec un jeep garé et le père survole la maison avec son hélicoptère. Et du coup, ça pose une question. Est-ce qu'on est vraiment sur un concept qui peut toucher tout le monde ? Est-ce que c'est réplicable à l'infini? Est-ce qu'on est sur un modèle de maison sur lequel on pourrait faire des économies d'échelle pour la rendre abordable? Ou alors est-ce qu'on n'est pas sur le cas d'un architecte qui profite d'un projet pour globalement se faire kiffer et créer à la place une démonstration d'ambition plus qu'une maison réellement accessible? Ouais, l'idée est bonne, mais c'est un peu brouillon quand même. Alors une fois de plus, c'est un échec. La maison ne va trouver aucun preneur et le projet ne sera jamais réalisé. Ce qui est intéressant à voir, c'est que malgré cet enchaînement d'échecs, John Entenza ne bride pas les architectes, non, il les laisse pousser leur vision. Pour la Case Study House numéro 5, on pousse l'idée encore plus loin en créant une maison sous forme de jardin occupée par 4 blocs de pièces séparées. L'architecte, Whitney Rowland Smith, ne veut plus amener l'extérieur à l'intérieur, il veut les faire fusionner. Les chambres d'un côté, la cuisine et la salle à manger de l'autre, puis le living room à l'opposé, tous reliés par une loggia qui, elle, n'a pas de toit. C'est la Loggia House, la maison la plus radicale pensée pour le programme des Case Study House à ce moment. Mais le problème reste le même, personne ne se projette et il va y avoir aucun acheteur. Personne ne veut d'une Case Study House, alors John Entenza se dit que ça va être à lui de faire bouger les choses. Il achète un terrain sur une colline au bord de la mer à Pacific Palisades et il va faire construire la première maison du programme, celle qu'on appelle la Case Study House numéro 8. Trois architectes seront sur le projet, ses fidèles amis et collègues du magazine Charles et Ray Eames, et Eero Saarinen, architecte finlandais, fils d'un architecte très reconnu ayant immigré aux États-Unis et directeur d'une prestigieuse école d'art,
En gros, c'est un vrai crack. C'est lui qui a inventé ce genre de meubles à un pied, les pédestals, ou même ce truc-là, le Conversation Pit. Un espace abaissé avec des banquettes intégrées qui deviendra un grand classique des années 70. Là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Avec une commande à la clé et des architectes aussi réputés, cette maison doit être un événement, une création hors pair. Les premiers plans sont réalisés par le trio d'architectes et il y a un problème. Le problème, c'est que c'est trop bien. Et c'est vraiment un problème. Son nom, c'est la Maison Pont, une maison rectiligne avec une belle vue sur la mer. Mais à trop vouloir bien faire pour cette première maison qui sera vraiment construite, ils ont terminé par juste faire une énorme villa d'architectes commandée par une personne fortunée. En gros, un projet comme on en voit des dizaines déjà à Los Angeles et on est très loin de l'idée de base du programme. Alors le projet redémarre à zéro. Le terrain va finalement être divisé, les IMSS récupèrent le projet de la maison 8 et la 9 sera faite avec le trio de base et construite pour John Entenza. Quand les IMSS récupèrent le projet de la maison numéro 8, ils ont plus de brief précis, donc sans s'en rendre compte, ils vont un peu la créer à leur sauce. Pensé pour une cohabitation entre vie perso et vie pro, le salon aura une double hauteur, les chambres seront à l'étage et ils créent un atelier déporté où le couple pourra faire tous ses travaux dans un coin dédié. En fait, l'idée de cette création leur convient tellement qu'ils décident que finalement, ce sera eux les clients. Charles and Ray decided that they really thought what was important was to look at the idea of a structure, to think about how you could use materials that were off the shelf, that didn't need to be really adapted to build their home. And we're sitting in an example that was really the first one to really be thinking that way. Voici donc la IMSS House, la première case study house à vraiment voir le jour. La première maison pensée, optimisée et réalisée selon les règles du concours. An important concept for Charles and Ray was this idea of designing the best for the most for the least. The statement, the best for the most for the least, is a really wonderful example of how the case study architects were thinking at that time. La 20e Case Study House est pour moi une des plus impressionnantes, pas par sa taille mais par ses formes. J'y vois presque une expression artistique avec des formes et des matériaux qui se mélangent extrêmement bien, ce toit en tôle arrondi qui vient laisser de la lumière passer et donner du volume, je trouve ça honnêtement magnifique. Pourtant c'est rien comparé à ce qui nous attend. My parents bought this lot with a $100 bill and a handshake. They would come up here on weekends and work on the lot, get it graded, because my parents couldn't afford to hire people to do that. My dad shored it up by visiting construction sites all around Los Angeles in his convertible, and he would load up concrete blocks in his car and drive them up to the house. And then he spent probably 2.5, almost 3 years laying that concrete all around the perimeter. But it ended up giving him more buildable space by doing so. Je veux pouvoir me tenir au milieu de mon salon et avoir toute la vue en face de moi juste en tournant la tête. C'est une demande de fou et c'est celle de Clarence Buckstall, l'homme à l'origine de ce projet incroyable. Avec sa femme Carol, il décide de construire une maison moderniste sur les collines d'Hollywood au 1635 Woods Drive. Cette colline, elle domine toute la ville de Los Angeles. C'est une des plus belles vues du monde. Et pourtant, la maison qui est posée dessus n'a failli jamais exister. On est en 1959. Les Stahl commencent à construire ce projet eux-mêmes et ils ont forcément besoin d'un architecte pour encadrer la construction et créer la structure métallique de leur maison dont les murs extérieurs seront des vitres. Pour ça, ils font appel à 3 architectes qui, consécutivement, ne sont pas à la hauteur. Certains ne comprennent pas bien l'idée, d'autres la revisitent à leur sauce, en bref, rien qui ne puisse satisfaire les Stahl et leur vision folle. Au point où le couple commence à être désespéré. Pour eux, le temps devient pressant et personne n'est capable de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Sauf qu'un jour, il va se passer un vrai miracle.
Un soir comme un autre, Carol Stahl se pose tranquillement dans son canapé, elle ouvre un magazine de déco et tombe par hasard sur le travail d'un jeune homme qui va changer sa vie. Pierre Koenig, c'est un goût prononcé vers une esthétique de la transparence, les grandes baies vitrées, c'est son truc. C'est aussi l'usage assumé de l'acier comme ossature pour créer des maisons. C'est également une volonté de démocratiser l'architecture moderne, mais c'est surtout un jeune architecte à ce moment-là, il n'a pas encore une renommée particulière. Ouais, c'est exactement la personne dont les Stahl ont besoin. Quand Koenig arrive sur le terrain des Stahl, c'est immédiat, il va être capable de la construire cette maison. Il est tellement convaincu par le projet qu'il va dépasser son rôle d'architecte. À cette époque-là, construire une maison sur Hollywood Hills, c'est très mal vu. La topographie du lieu rend la zone dangereuse et les banques n'accordent quasiment aucun prêt pour ce genre de projet. Du coup, les Stahl n'arrivent pas à faire financer leur maison. Et pour Pierre Koenig, c'est inimaginable que ce projet soit stoppé par l'absence d'un financement. Alors il va aller lui-même trouver un prêt à la famille Stahl auprès de la banque Broadway Federal Service, une banque détenue par des Noirs. Aujourd'hui, c'est normal, mais à l'époque, c'est une vraie révolution. En fait, à cette époque-là, la préfecture du secteur avait interdit aux Noirs de faire construire leur maison sur Hollywood Hills. Et voilà maintenant qu'une banque gérée par des Noirs prête de l'argent à des Blancs pour qu'ils puissent faire construire la leur. Le progrès de ce projet n'est pas seulement dans son architecture, mais aussi dans le symbole d'espoir qu'il porte à cette époque où les Noirs n'ont encore quasiment aucun droit. Bref, le projet commence et la structure est assemblée en un jour par 3 ouvriers. C'était super simple à mettre en place et le reste a pris environ 1 an. Toutes les entreprises qui travaillent sur le projet de la Stahl House en font la publicité tellement ce projet est novateur et attire l'œil. Et si ça attire autant l'œil, c'est en grande partie grâce à cet homme-là, celui qui tient l'appareil photo, Julius Schulman. Before they opened the house to the touring that had to be done through the Case Study House program, Julius Schulman came up to start taking pictures of the house. All the photos you see of the house were all taken in one day and one night. Quand John Entensa voit la Stahl House, il se dit qu'il est passé à côté d'un bijou. Parce que cette Stahl House, en fait, elle fait pas partie du Case Study Houses programme. Mais quand il la découvre pour la première fois, il propose de l'intégrer au programme après construction, parce que pour lui, elle représente en tout point ce que les Case Study Houses doivent mettre en avant. Et il a eu la vision, John, parce que cette maison, c'est elle qui a définitivement fait exploser le programme. Celle qui va créer la légende en faisant le tour du monde, en étant utilisée dans des films, pour des shootings publicitaires. Bref, c'est le pic de ce que pouvait attendre le jeune John Entensa quand il arrive chez Arts & Architecture, mettre le modernisme sur le toit du monde. Le temps passe, les maisons se construisent, la hype est de plus en plus présente, mais on s'écarte aussi de plus en plus de l'idée de John Entensa, créer la fameuse maison de demain pour monsieur et madame tout le monde. Conscient de cet échec et arrivé au bout de son idée, John Entensa quitte le magazine Art & Architecture avec un sentiment d'accomplissement. Certes, le projet était un challenge peut-être un peu trop compliqué, on devait de base inventer une nouvelle manière de construire des maisons toutes faites de verre et d'acier, mais on devait en fait surtout faire changer les mentalités. Et ça, finalement, c'est un autre projet. En plus de ça, trouver des personnes qualifiées pour construire ce genre de maison a été un challenge encore plus compliqué. Les matériaux se sont avérés plus coûteux que prévu dans le contexte de construction d'une maison, et les clients ne sont pas venus en masse. Alors on en est arrivé à la conclusion suivante, c'était impossible de bousculer des habitudes de construction autant ancrées dans la société. Alors le programme a été arrêté, les constructeurs ont continué de construire des maisons de manière conventionnelle avec des panneaux de bois, créant un nouveau modèle de maison standardisée sans forcément de charme, sans forcément de réflexion créative, et qui n'offre pas du tout le même cadre de vie. Le monde de John Entensa n'était en fait qu'une utopie. Malgré ça, le Case Study Houses programme est très loin d'être un échec. Il a réussi quelque chose de bien plus grand que ce qu'il voulait réaliser de base. Les créations issues de son concours font partie du patrimoine de ce milieu-là, devenant une référence pour de nombreux architectes partout dans le monde. Lui qui voulait avoir une influence sur la vie des gens, il en a eu une sur l'architecture tout entière. Il a marqué des millions de personnes prêtes à traverser la planète pour venir visiter certaines maisons du programme. En fait, ce programme nous a donné envie de rêver de créer quelque chose de différent selon notre manière de voir le monde et la vie. On ressent tous l'art de manière différente, certains vont être touchés par une note de musique, d'autres à la vue d'un tableau, ou encore d'autres grâce aux saveurs d'un plat méticuleusement préparé. Moi, je fais partie de ceux qu'une maison peut subjuguer, par son idée, par son application, par le simple fait d'imaginer un lieu qui pourra impacter la vie des gens. Un lieu pensé méticuleusement en prenant soin de prévoir les détails les plus précis de la vie d'un inconnu qui a assez fait confiance à un architecte pour lui confier une des étapes cruciales de son existence, la création de la maison de ses rêves. John Entensa quitta le magazine et Los Angeles pour Chicago en 1962.
Le magazine ne survécut que quelques années avant de définitivement disparaître, faute du manque de la vision d'un homme qui était prêt à tout pour imposer sa vision du monde. Finalement, seulement 25 des 36 maisons imaginées pour le K-Study Houses programme vont voir le jour et enseigner au monde entier qu'une maison, c'est bien plus qu'une machine à habiter, c'est surtout une machine à rêver, une machine à changer le monde.